quelle réponse aux conflits sociaux et communautaires au Togo? Nous allons essayer de répondre à cette question avec nos invités une fois n'est pas coutume. Il s'agit de Seiram Adiakbo, chargé du programme recherche et gestion des connaissances à WANEP Togo, et Dieudonné Kossi, lui, il est directeur exécutif de la clinique d'expertise juridique et sociale. Messieurs, bonjour, vous allez bien, Seiram? Un grand plaisir de vous revoir. Toujours un grand plaisir, merci. Bonjour. Allez, et Dieudonné Kossi, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Merci de nous recevoir. Merci également à vous. Seiram, on commence par vous. Que pouvons-nous dire des conflits socio-communautaires dans votre pays, le Togo? Pouvons dire que les conflits sociaux et communautaires sont toujours persistants et c'est tout naturel qu'il y ait des conflits dans un environnement social. Tant qu'il y a les hommes, il y a les conflits. Maintenant, c'est la nature du conflit, c'est les conséquences du conflit qui peut faire que cela peut être grave ou pas. Si on doit parler des conflits sociaux, on dira que ce sont des conflits qui interviennent quand les humains sont ensemble, qui interviennent dans les relations sociales. Mais par extension, on peut également y associer des conflits du genre, des conflits de voisinage, des conflits liés à la gestion des biens communs utilisés en commun par des individus. Maintenant, il y a les conflits communautaires que nous avons également dans ce pays qui sont de plusieurs ordres. Les conflits fonciers, les conflits liés à la dévolution du trône, c'est-à-dire les conflits de chefferie et les conflits de transhumance. Bien évidemment, on peut y associer d'autres types de conflits, mais c'est les plus gros morceaux. Alors, vous avez donné quelques exemples, peut-être qu'on peut avoir encore d'autres au niveau de Dieudonné et Kossi. Parlant de ces conflits socio-communautaires, quel exemple on peut avoir concrètement? Non, je pense, merci une fois de plus de nous recevoir sur vos plateaux. Je crois que comme Seyam l'a dit tout à l'heure, et le schéma ou la cartographie des conflits socio-communautaires sont plus ou moins, le schéma est plus ou moins ternaire. C'est-à-dire qu'on voit les conflits qui sont beaucoup plus liés en fait à la cohabitation entre les personnes au sein d'une communauté, soit relativement à la gestion des biens, à la gestion des terres, à la gestion d'un certain nombre de patrimoines communs, et que les communautés ont, les personnes dans une communauté ont en commun usage. Et puis il y a des conflits qui véritablement peuvent être liés aux opinions ou aux croyances et dans une communauté. C'est-à-dire que peut-être que j'ai une opinion et qui n'est pas forcément partagée par la communauté voisine ou par le groupe de personnes voisins, ou qu'il y a des associations communautaires, des clans qui s'affrontent, ou des conflits peut-être religieux, parce que et parfois il arrive quand même aussi que pour des considérations, des convictions religieuses, et des personnes au sein d'une communauté s'affrontent. Voilà. Mais de plus en plus, c'est comme Seyam l'a dit, on l'a remarqué un peu dans les communautés dans l'extrême nord du pays, des conflits liés en fait aux biens agricoles et à la transhumance. Alors Seyam, quelle approche pensez-vous être la meilleure lorsqu'un conflit d'ordre social ou communautaire survient? En tout cas, merci pour la question. Je dois dire que WANEP Togo, l'idéologie de WANEP Togo, c'est de prôner une cohabitation pacifique. Et nous savons que l'approche de la médiation, de la négociation, de la discussion nous permet de trouver des solutions qui sont partagées par tous. Mais il peut également arriver que ces conflits aboutissent à des pertes en vies humaines. Et ce sont des situations malheureuses qui arrivent également. Il peut arriver également que ce soit des situations qui aboutissent à beaucoup plus grave que ça. Et pas perte d'une seule vie humaine, mais de plusieurs vies humaines, et qui peut également affecter plusieurs communautés. Et nous prenons toujours la discussion. Mais dans les cas où ça affecte les droits des personnes, dans le cas où ça viole
la dignité de la personne humaine, il peut arriver que nous puissions envisager des solutions judiciaires. Même si la solution judiciaire, à vrai dire, selon nos analyses, ne garantit pas une bonne cohésion sociale après. Voilà. Donc la solution la meilleure, c'est la solution de la discussion, la solution de la médiation, la solution de la négociation. Mais quand ça va au-delà, on peut également envisager des solutions judiciaires. Il y a également la solution de cette solution qui est à l'amiable, souvent qu'on le dit, parce qu'il y a un autre conflit. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, Dieu donné, c'est ce conflit dans les ménages. Vous pensez que cette solution est encore d'actualité? Forcément, forcément. Vous savez, et lorsque les conflits, je prends un exemple, lorsque les conflits sont et d'ailleurs portés devant les tribunaux, et qui sont par excellence l'institution et les institutions en fait compétentes pour trancher sur les conflits sociaux par voie judiciaire, il y a que le juge tente toujours la conciliation. Donc c'est pourquoi chez nous, nous partageons la même approche avec WANEP, et nous tentons toujours d'essayer d'amener les gens et les personnes en besoin d'assistance qui viennent nous voir à se comprendre, à discuter, à dialoguer, à essayer en fait de s'asseoir et poser le problème. Donc ça, je pense que c'est la première démarche qu'il importe d'entamer dans toute situation de conflit. Et surtout, lorsque le conflit concerne un problème au sein du couple, un problème au sein du ménage, il est très important de ne pas se précipiter en tout de suite n'optant pour l'option ou la voie judiciaire. Parce que nous savons que la plupart du temps, un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu'un bon procès. Et vous pensez que vous arrivez à convaincre ces personnes? Oui. On voit le bilan depuis tout ce que vous faites. Voilà, depuis 5 ans où nous existons, si je dois faire les statistiques, je dirais que 80% des cas qui nous parviennent sont réglés par voie extrajudiciaire. C'est-à-dire que nous amenons, tout en posant le problème, tout en expliquant le droit aux gens, tout en posant les tests clairement tels qu'ils appréhendent les différentes préoccupations que les gens portent par devant nous, nous arrivons à les convaincre, à s'entendre, à avoir en fait des accords amiables entre eux et qui permettraient une certaine cohabitation pacifique au sein de la société. Malheureusement, il arrive toujours que les gens ne se comprennent pas. Et là, nous nous retrouvons un peu obligés à porter ces affaires-là vers les autorités compétentes, que sont les tribunaux. Lorsque nous sommes en situation concernant par exemple les enfants, nous traitons beaucoup plus avec les juridictions pour enfants. Donc le juge pour enfants sera appelé à trancher. Et au niveau de WANEP Togo, Seyram, vous arrivez aussi à parler à ces personnes? Au niveau de WANEP Togo, nous avons plusieurs mécanismes qui nous permettent de réagir par rapport au conflit. Et nous avons les comités régionaux pour la paix et la sécurité qui interviennent dans les localités, dans les communautés où des conflits existent. Ils se saisissent du problème et essaient de résoudre le problème. Nous avons nos femmes médiatrices communautaires et également nous avons nos jeunes pour la paix qui, en dehors du travail de sensibilisation qu'ils font, interviennent également quand ils sont sollicités pour régler les conflits. Maintenant, nous avons également une plateforme qui regroupe toutes ces composantes et qui leur permet de se mettre ensemble et puis réfléchir quand le problème affecte toute la population, quand le problème affecte toute la communauté. Maintenant, ce que nous faisons, c'est l'approche de la médiation, comme je l'ai dit, l'approche de la médiation, de la négociation et de la discussion. Mais nous ne faisons pas d'arbitrage. Récemment, nous avons pensé qu'il était important d'intégrer également l'approche judiciaire parce que très longtemps, nous avons toujours pensé que
la voie judiciaire n'était pas la meilleure, c'était un peu péremptoire et ça plaçait tout le monde sur une balance faite par le droit, c'est-à-dire le droit positif a posé la règle et la règle s'applique sans avoir égard à certaines considérations qui ne sont pas prévues par le droit. Voilà. Alors, est-ce que vous avez également d'autres solutions venant d'autres partenaires allant dans ce sens? La solution, comme je le disais tout à l'heure, c'est de parfois mettre ensemble les deux. Et comme il a dit, il y a la voie extrajudiciaire. Et c'est en cela que nous avons entamé une démarche partenariale avec la clinique d'expertise juridique et sociale afin de pouvoir nous conjuguer, de pouvoir nous compléter. Parce que nous parlons de façon traditionnelle. Notre travail, c'est la médiation, mais eux, de façon traditionnelle, bien entendu, font le travail de discussion et tout ça, mais ils vont de là quand ça ne va pas entre les parties. Donc, c'est voir ensemble comment est-ce que nous évoluons, comment est-ce que nous faisons ensemble que les conflits soient résolus en tenant en compte l'aspect droits humains. Parce que quand les droits humains sont bafoués, c'est là que ça devient intolérable. Quand la dignité humaine n'est pas prise en compte, ça devient intolérable et on pense à la voie judiciaire. Mais comment ça se fait? Ensemble, nous sommes en train de voir comment le faire. Il est arrivé déjà que nous envoyons des cas. Récemment, nous avons envoyé à la clinique d'expertise juridique et sociale un cas d'une femme, une veuve qui a été, éjectée de la maison familiale aussitôt après le décès de son époux, en tenant en compte, pour alibi qu'il y a d'autres femmes, il y a d'autres enfants, et donc il faut qu'elle aille dehors, et après on voit comment ça s'arrange. Mais pendant qu'elle est dehors, comment ça se gère? Ce cas précisément, comment vous avez eu à le gérer, Dieudonné Kassi? Non, le cas est en cours de gestion et d'instruction devant le juge pour enfants. Et la plupart du temps, quand c'est comme ça, nos équipes ils travaillent de manière acharnée à suivre de près la situation au niveau du tribunal en fait pour enfants. Et je pense que les différentes parties ont déjà été écoutées par le juge. Il y a des procédures qui sont entamées en ce sens. Et je préfère peut-être m'arrêter là. Comme c'est vraiment une affaire qui est toujours pendante devant la juridiction, c'est mieux qu'on arrête là. Et l'essentiel à retenir, c'est que lorsque ce genre de cas nous parviennent au niveau de la CJUS, nous travaillons de façon déterminée à accompagner ces personnes. Et en ce qui concerne cette veuve, nous travaillons résolument à la rétablir dans ses droits. Vous vous arrêtez là, mais moi je suis toujours avec vous pour une autre question. Y a-t-il des liens entre ce type de conflit et les violences basées sur le genre? Oui, forcément. En réalité, et lorsque je fais les statistiques et les cas qui nous parviennent, il y a au moins 45 à 50% qui sont des cas liés aux problèmes, aux conflits dans le ménage et notamment aux violences basées sur le genre. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, la violence peut être exercée envers les deux sexes. Mais majoritairement, ce que nous recevons chez nous, c'est malheureusement des violences qui sont exercées sur la personne des femmes. Et pour nous, lorsqu'il y a violence basée sur le genre, lorsqu'un homme, un monsieur, lève la main sur sa femme, c'est déjà une situation extrêmement grave. Qui est reprimé, puni par les tests en vigueur au niveau du Togo, notamment le code pénal et le code des personnes de la famille. Donc, lorsque des situations arrivent vers nous et que ces situations sont graves, et nous n'avons souvent d'autre choix que de faire intervenir les autorités compétentes. Alors, Seira, mais est-ce que vous pensez qu'au sens plus large des conflits communautaires, la solution hybride donc est-elle envisageable? Ma réponse est mitigée. Ce serait peut-être oui et peut-être non. Et c'est eu égard à la situation, en tenant compte de la situation. La plupart des conflits communautaires que nous avons toujours gérés sont de nature
c'est toujours délicat et ça a des racines c'est vraiment historique et on doit fouiller dans les mémoires, rechercher toutes les frustrations, les ramener à la surface et puis permettre aux victimes de pouvoir s'exprimer, permettre à la situation de pouvoir se calmer et leur permettre maintenant de pouvoir s'asseoir, les amener à pouvoir s'asseoir et discuter. Est-ce que vous pensez que à la justice, ça peut se faire de cette manière? Le juge va essayer de concilier beaucoup de personnes. Ça va être un peu compliqué. Nous, de notre côté, nous pensons que pour ces genres de conflits, nous commençons avec la méthode amicale, la méthode d'abord de la recherche. On essaie de comprendre le fond du conflit. On essaie de comprendre. On recherche toutes les frustrations qu'il y a eu du début du conflit jusqu'à l'époque où nous travaillons sur le conflit. Et on essaie de mettre les personnes ensemble. Maintenant, il y a d'autres cas où ça aboutit à des décès. Nécessairement, c'est sous l'emprise du droit pénal. Prenons l'exemple du peul nomade qui va dans un champ de 1 hectare avec ses bœufs et qui saccage tout et que le cultivateur arrive le lendemain, gai, voulant labourer son terrain, remarque que toute sa culture est saccagée et voit que le peul, c'est pas difficile de le pister grâce aux pas ou aux pattes, à l'empreinte des pattes de ces animaux. Mais quand il va le retrouver, il va vouloir en découdre. Et si cette situation aboutit à un décès, certainement que ce sera sous l'emprise du droit pénal. Ça ira à la justice forcément. Voilà en quoi c'est peut-être oui et c'est peut-être non. Ça dépend de la façon dont les choses se présentent. Mais nous privilégions toujours la voie amiable. Dieudonné, comme si une solution hybride est-elle envisageable à votre niveau? Oui, c'est ce que nous faisons chaque jour et à notre niveau. Je pense que c'est vrai, la voie de la médiation et de la conciliation est une très belle option et lorsque les conflits surviennent ou surgissent en société. Seulement, elle a parfois des limites parce que il y a un certain nombre d'éléments qu'on ne peut plus, à partir d'un certain moment donné, appréhender de manière amiable. Vous savez, par exemple, et comme Seyam le disait tout à l'heure, on n'a même pas forcément besoin qu'il y ait des situations de mort, mais lorsqu'il y a des coups et violences, ou des coups et blessures volontaires, exercé sur la personne d'un voisin ou, je ne sais pas, d'un co-communautaire, je pense que la question, le procureur de la République doit être automatiquement saisi. Lorsque l'officier de police judiciaire fait les constats, il est obligé de rendre compte au procureur de la République qui décide de pouvoir peut-être enclencher une procédure judiciaire ou de ne pas le faire. C'est pourquoi je pense qu'il faut raisonner en fonction de ce qu'on soit en matière pénale ou civile. Si nous sommes en matière pénale, nous n'avons pas la maîtrise en fait de la situation. Parce que c'est le ministère public qui a vraiment pour obligation de protéger l'intérêt général des personnes ou des citoyens que nous sommes. Donc la situation et la solution hybride, elle a quand même l'avantage de pouvoir cumuler à la fois médiation, conciliation et procédure judiciaire. Nous, il nous arrive fréquemment, soit d'entamer des procédures au niveau de la justice, puis après de ramener la question et en médiation ou en conciliation, et parce qu'on aurait entre-temps réussi à convaincre les parties à ramener la question en fait un peu en discussion amiable, ou de commencer une question ou de commencer le règlement d'un problème un peu par l'écoute amiable des personnes, puis d'en finir devant les tribunaux. Alors, ce travail se fait-il de concert avec d'autres OSC ou structures gouvernementales? D'abord, qu'est-ce que OSC? Les OSC, c'est les organisations de la société civile, compris les ONG, les associations et parfois les médias. Oui,
parce que quand on parle de conflit communautaire, il faut que la communauté elle-même soit impliquée dans la résolution du problème. C'est en cela que parfois nous parlons de résolution, parfois nous parlons de transformation. Ça dépend du degré d'implication de la communauté elle-même. Et nous qui sommes implantés à Lomé, Wanep Togo est géographiquement implanté à Lomé, même si il a des collaborateurs sur toute l'étendue du territoire. Même si nous sommes implantés à Lomé, nous avons la capacité de travailler. Même c'est une obligation pour nous de travailler avec les structures qui sont implantées dans les localités où les conflits sont persistants, où les conflits surviennent. Parce que ce sont elles-mêmes qui ont la capacité d'appréhender véritablement la cause et puis la façon dont le conflit évolue. Et c'est également elles-mêmes qui sont en mesure de trouver les vraies solutions aux problèmes. Nous ne pouvons pas venir avec des solutions toutes faites. Cela nous permet de pouvoir mettre ensemble les idées que nous recevons de ces acteurs qui sont sur le terrain. Donc, ce sont des OSC, ce sont également nos organisations communautaires de base. Je viens de les citer, les comités régionaux pour la paix et la sécurité, les femmes médiatrices communautaires, les jeunes pour la paix, etc. Leur permettre de pouvoir se mettre ensemble, mettre leurs idées ensemble. Avec la collaboration maintenant des organisations de la société civile qui existent dans la communauté pour pouvoir trouver des solutions. Mais cela ne suffit pas. Il nous arrive également d'impliquer des leaders communautaires, des leaders religieux et parfois des conducteurs de taxi-moto. Alors, sur la question des conflits communautaires au Togo, que proposez-vous? Que préconisez-vous? C'est une question un peu difficile parce que les conflits communautaires ne sont pas d'une seule nature. Il y en a plusieurs catégories dont les plus gros actuellement dans notre pays sont les conflits liés à la chefferie, les conflits agro-pastoraux que nous appelons conflits de transhumance ou liés à la transhumance et quels autres les conflits fonciers. Et ça dépend de la situation. Maintenant, si on doit faire des recommandations de façon générale, c'est en tenant compte de la façon dont les choses se passent en général. Il nous est arrivé de faire des consultations régionales il y a quelques jours et ça nous a permis d'aller à l'intérieur du pays, discuter avec les leaders communautaires, des jeunes, des personnes, des représentants des structures locales, administratives, déconcentrées, décentralisées, les jeunes, les femmes, pour identifier les raisons pour lesquelles ces genres de conflits sont persistants. Et il en ressort que parfois c'est l'implication politique la plupart du temps qui fait que certains conflits, il y a escalade de certains conflits. Mais l'escalade politique, l'implication politique ne veut pas forcément dire l'implication du pouvoir, mais parfois l'implication des cadres du milieu qui ne vivent plus dans le milieu et qui sont à Lomé, qui ne maîtrisent plus tellement les réalités, mais en fonction de certains intérêts inavoués, ont intérêt à ce que le conflit perdure. Donc, quelle est la solution? C'est éduquer, nous tous, les Togolais, à cultiver une bonne cohésion sociale. En fait, c'est aussi la raison pour laquelle nous optons beaucoup pour la médiation et l'éducation. La médiation, la conciliation, l'éducation. C'est faire en sorte que nous ayons tous intérêt à ce qu'il y ait la cohésion sociale. Mais pour des raisons inavouées, certains individus ne voudront pas. Alors, Dieudonné Kossi, est-ce qu'il y a un lien entre ces conflits et puis la radicalisation? Le lien, il est plus ou moins direct. Lorsque vous prenez des situations de conflits persistants au sein des communautés, des frustrations que les gens ont dû en fait essayer de digérer sur plusieurs décennies ou sur plusieurs années. Lorsque les gens ont l'impression, par exemple, que la chose publique n'est pas équitablement partagée. Lorsque dans les communautés, certaines communautés ont l'impression peut-être d'être la cible régulière, soit des autorités locales, des forces armées ou des autorités politiques, à un moment donné, cela
amène progressivement ces personnes-là, ces communautés-là, à pouvoir se radicaliser. Et la radicalisation, c'est une certaine culture progressive des tendances ou des schémas extrémistes. Et des gens qui pensent que, bon, finalement, il n'y a plus de solution à part les solutions violentes. Ouais. La voie de l'expression violente ou des réclamations violentes ou de la vengeance. Donc, vous voyez, quand ça se passe comme ça, on est vraiment obligé d'attirer l'attention de tous sur le fait qu'il est important de pouvoir gérer précocement les problèmes. C'est pourquoi je trouve tout l'intérêt au mécanisme, au système d'alerte précoce que WANEP Togo a essayé de déployer un peu partout sur le territoire national et sur lequel nous, à la CEJUS, nous nous alignons. Même question à vous, Seyram. Dieudonné a déjà tout dit. Hein. Je peux ajouter que les conflits communautaires ont un lien avec la radicalisation en ce sens que quand, comme je viens de le dire, le politique intervient, mais pas de la façon la plus égalitaire ou la plus équitable possible, cela peut aboutir à des frustrations et cela peut faire en sorte que, surtout les jeunes, pensent qu'il y a injustice et soient prêts à se rallier à des groupes. Justement, dans le cadre de la prévention à la radicalisation, qu'est-ce qui est déjà fait ? Dans ce sens-là, il faut aller à la base. Il faut aller à la base. Il ne faut pas seulement parler de paix, de cohésion sociale, mais il faut également donner les moyens aux individus de pouvoir développer des activités qui leur permettent d'être indépendants, qui leur permettent de pouvoir être autonomes et ne pas penser qu'ils doivent tout attendre de l'autorité de l'État. Et ce que nous faisons, c'est actuellement dans le cadre de notre projet, un projet résilience, le projet que nous appelons résilience face à l'extrémisme violent dans un contexte sécurité sous-régional. Nous finançons avec l'appui de l'ambassade des États-Unis les groupements d'intérêt économique, les groupements d'éleveurs et d'agriculteurs dans l'extrême nord du Togo, à savoir la préfecture du Kpenjal, Tandjouaré, Mango. Voilà. Alors, dernière question, elle est à vous, Dieudonné Kossi. Quand on revient au conflit d'ordre social, l'accompagnement proposé par la clinique est-elle soumise à condition ? Aucune condition pour bénéficier en fait de notre accompagnement. Et d'ailleurs, toutes les prestations que nous offrons en fait au niveau de la clinique sont gratuites. Et l'essentiel pour nous, c'est que le cas soit un cas qui nous semble prioritaire, un cas qui soit dans nos cordes, un cas qui ait un lien avec les violations de droits ou des cas d'abus de droits. Ouais, lorsque vous amenez des cas chez nous et qui ne ressemblent pas au cas de violation de droits, nous, parfois, on est obligé de se dessaisir parce que nous sommes du côté du droit, toujours du côté du droit et des droits humains. Donc, je pense qu'en ce qui nous concerne, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas du tout de frais. Alors, on a encore 30 secondes à se partager. Nous sommes au terme de notre entretien. Dieudonné Kossi, votre dernier mot. Dernier mot, je vais profiter en fait pour glisser quand même parce que les questions foncières sont des questions vraiment très préoccupantes pour nos communautés. Et à la CEJUS, nous avions récemment lancé une application mobile qui s'appelle eLands, qui est une plateforme offrant de l'information gratuite sur les procédures judiciaires et tout. Et il y a la possibilité pour les populations de nous saisir directement à travers le SOS, où ils lancent en fait un appel qui nous parvient et qui leur permet de se faire assister lorsqu'ils ont des problèmes fonciers. Je pense que la gestion des conflits communautaires passe également par là. Je voudrais donc attirer l'attention des populations sur la disponibilité à partir de maintenant d'une telle possibilité. Et Seyram, dernier mot. Je dirais d'abord merci de nous avoir invités et également donner la possibilité à tous de pouvoir, au besoin, s'approcher de nous, WANEP ou CEJUS, quand les conflits surviennent pour aider à restaurer la cohésion sociale, parce que sans la cohésion sociale, aucun développement n'est possible. Ça, c'est un discours politique, mais c'est vrai en réalité. Sans la cohésion sociale, le développement n'est pas possible. Merci beaucoup à vous, Seyram Adiakpo, chargé de programme recherche et gestion
des connaissances à WANEP Togo. Nous disons également merci à Dieudonné Kossi, directeur exécutif de la clinique d'expertise juridique et sociale. Chers messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à vous. On marque une petite pause pour le journal et derrière on reçoit les invités pour Regard Croisé.